Coucou toi, et bienvenue sur La Force de Continuer, un podcast d'interviews inspirantes qui va t'aider à faire face aux difficultés de la vie. Au micro, c'est Laure, future psychologue et psycho-coach qui t'aide à t'affirmer grâce à des accompagnements de coaching personnalisés. Aujourd'hui, je reçois Emma, qui propose des séjours exclusifs pour se reconnecter à soi sur sa péniche à Paris. Et tu vas peut-être l'entendre, c'est d'ailleurs sur cette péniche, la péniche chez la vie, qu'on a enregistré notre conversation. Alors si jamais t'entends des petits bruits derrière, c'est normal, c'est les bruits de l'environnement. Et aussi je voulais te prévenir, tu vas peut-être entendre des petits glings. Ce sont les bruits des bracelets d'Emma que j'ai oublié de lui demander d'enlever. Mais t'inquiète pas, ça s'entend pas trop. Une autre chose aussi que je voulais te dire avant que je te lance cette conversation, c'est qu'on parle d'un sujet difficile. On va parler de violences sexuelles, d'agression et d'inceste. Écouter cela peut déclencher chez toi des réactions émotionnelles plus ou moins intenses. Alors si tu ne te sens pas prête à faire face à cela, n'écoute pas cet épisode, ou alors écoute-le avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ne reste pas seul avec ton mal-être. Si comme nous, tu penses que le témoignage d'Emma peut sauver quelqu'un, n'hésite pas à le partager autour de toi en faisant ce petit warning comme je t'ai fait tout de suite, pour que les personnes ne soient pas surprises et sachent à quoi s'en tenir. Et puis comme d'habitude, si tu as envie de soutenir ce podcast, donne-lui des étoiles, mets un commentaire, envoie-moi un message et pense bien à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Allez, c'est parti, je te fais découvrir notre conversation. Place à Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour le podcast. En plus, on est dans ta péniche, donc c'est super. C'est génial. On enregistre sur la Seine. C'est ça. Donc si ça tangue un peu sur la caméra. Normal, c'est qu'il y a un bateau qui passe. Voilà, exactement. Alors, dans un premier temps, je veux bien que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qui tu es. Et puis ensuite, on pourra parler d'un événement de vie particulier que tu as vécu. Ok, alors je suis Emma, j'ai 42 ans et j'ai vécu toute mon enfance en Loire-Atlantique, près de Nantes, au bord de mer, donc dans un cadre très agréable, dans une famille de 3 enfants. Famille recomposée dans le sens où j'ai été élevée par mon beau-père. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Après, je suis partie faire mes études à Nantes, Angers, Caen. Et à partir de mes 22 ans, je suis partie à l'étranger et j'ai toujours voyagé pour mes études, quand je pouvais pour le travail. Voilà, j'ai énormément voyagé depuis que j'ai 20 ans. Ok, super. Voilà. Et là, tu t'es posée du coup en région parisienne. C'est ça, à Paris même. Je suis depuis 10 ans sur Paris. J'ai atterri ici un peu par hasard et après j'ai commencé une formation de naturopathe sur Paris et après j'ai travaillé dans une biocoop pendant 10 ans, directrice d'un magasin bio jusqu'en 2021. Et des événements de vie ont fait que j'ai arrêté le salariat et depuis, du coup, je crée mes séjours. C'est la vie. Voilà, pour les femmes. Sur la péniche, voilà, entre autres. Super. Exactement. Alors, quand on s'est eu au téléphone pour préparer notre interview, tu m'avais évoqué le fait que tu en étais arrivé à un moment de ton histoire où tu avais envie de partager ce que tu avais vécu. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de parler de ça et de révéler, entre guillemets, ton histoire et de la partager au plus grand nombre? Alors, il y a plusieurs facteurs, je pense, plusieurs raisons. Il y a déjà le fait que pendant toute mon adolescence, mais en fait non, presque toute ma vie jusqu'à mes 35 ans, je me suis toujours tue pour pas faire souffrir mon entourage, parce que ce que j'allais révéler allait avoir des conséquences sur tout mon entourage, ma famille. Donc je voyais pas l'intérêt en fait. Donc je me suis toujours tue et j'ai commencé j'ai commencé à en parler en 2015 parce qu'une thérapeute m'a dit que il fallait que je soigne ce problème-là. Donc j'ai été voir une psychologue spécialisée et qui m'a dit voilà un peu à la fois, faut en parler à votre mère, à vos frères, etc., etc. Et il y a quelques mois, j'ai commencé à vouloir en parler un peu plus par l'intermédiaire d'un podcast justement, et j'ai vu les retombées que ça avait. L'impact que ça avait, et je me dis, oui, il faut en parler en fait. Pourtant, c'est une thématique qui est très, très abordée actuellement, mais pas encore assez. Je pense que ça existe toujours. Il y a toujours des femmes qui n'en parlent pas, des enfants qui n'en parlent pas, et que c'est pas possible en fait. Enfin, ça a un impact sur toute une vie, donc voilà.
Et donc cet événement, en tout cas, ce que j'ai vécu, moi, c'est j'ai subi des violences sexuelles par mon beau-père pendant une petite dizaine d'années, pendant mon adolescence. Voilà. Et donc moi, je l'ai toujours caché. Et j'ai vraiment gardé ça pour moi. Et donc il n'y a pas que moi qui étais victime. Hein, il y a ma meilleure amie de l'époque aussi qui a été victime. Voilà, je sais plus où la question de base, mais voilà. Pourquoi tu voulais en Ouais, parler voilà. Et aujourd'hui, je veux vraiment en parler parce que je pense que ouais, c'est vraiment des secrets de famille déjà, c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est vraiment, ça a des répercussions après sur les enfants, les petits-enfants, etc. On s'en rend pas compte. Si vous avez dans votre entourage, enfin ouais, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des doutes ou une petite fille qui veut vous parler, ou je pense qu'il faut être hyper alerte parce que moi, à l'époque, ma grand-mère avait dit à ma mère ou à ma tante, je sais plus: «Ah, je trouve quand même que il se comporte bizarrement avec Emmanuel, comme elle appréciait pas mon beau-père, et voilà, ma mère ou ma tante a dit: «Mais non, mais arrête de voir le mal partout», tu vois? Et peut-être qu'en effet, ce qu'elle voyait, c'était juste de l'amour entre un père et une fille et qu'il y avait rien de grave. Mais en vrai, s'ils avaient écouté ce petit signal, qui serait venu me parler après, ma mère me serait venue me parler en disant: «Oui, avec ton père», parce que du coup, je me le considérais comme mon père, hein, voilà, tout se passe bien, il te fait rien de mal. Enfin voilà, engager la conversation, bah, ça aurait pu changer peut-être des choses. Peut-être que là, je me serais permise de parler, de me dire: «Ah bah oui, en fait, non, ça se passe, enfin, c'est pas normal». Donc voilà, d'alerter sur le fait qu'il faut être super attentive à ce qu'on peut vous dire, et même si derrière il y a rien, mais il vaut mieux prévenir que guérir, en fait. Voilà. Et est-ce que toi, sur le moment, tu te rendais compte justement qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, ou que la manière dont il se comportait avec toi, c'était pas approprié? Alors déjà, ça se passait la nuit quand je dormais. Je savais que c'était pas normal, mais je pense pas qu'une seule fois je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Enfin, que je me suis posé la question d'en parler. Parce que la journée, le matin, quand je me réveillais, je me disais pas, «Ah bah, ça s'est encore passé cette nuit, c'est vraiment un salaud, c'est vraiment affreux». Non, c'était mon père, je l'appelais papa, j'étais très proche de lui, très câline avec lui, on s'entendait très, très bien, donc heu, donc non, je me suis jamais, enfin, je savais que c'était mal parce que j'en avais parlé avec ma meilleure amie. Voilà, je savais que c'était pas bien, mais c'était l'autorité, voilà, c'est lui, il me représentait, enfin, c'était l'autorité parentale, donc c'était lui qui savait ce qu'il fallait faire, et cetera. Donc je me suis jamais posé plus de questions que ça, en fait. Ça se passait, et voilà. Mais le cerveau est très bien fait, pour l'instinct de survie, c'est que ce qui se passait la nuit, ça se passait la nuit, et la journée, beh, j'étais en mode, ça n'a pas existé. Enfin voilà, c'était, voilà, enfoui dans une mémoire, et voilà, et j'y pensais pas la journée. Il y a des rares fois, il y a une fois par exemple où, comme je dis, le monde de la nuit est entré dans le monde du jour. C'est quand, une fois en cours de biologie, je me rappelle, j'étais au collège, j'ai retrouvé un poil dans mes cheveux, tu vois, un poil noir dans mes cheveux. Et là, en fait, là, c'était, tu sais, ça m'a pris au ventre, c'est en gros, ah oui, ça se passe, quoi. Et voilà, je savais que c'était mal, parce que du coup, j'ai eu un ressenti négatif, tu vois, mais voilà, sinon la journée, j'y pensais pas. La journée, j'y pensais pas. Ouais, c'est comme s'il y avait une coupure jour, nuit, qui a été faite comme ça inconsciemment, automatiquement C'est ça. par ton cerveau. Donc sentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal ou qui ne devait pas arriver. Mais du coup, à ce moment-là, en plus tu étais jeune, Ouais. du coup le moyen de te protéger par rapport à ça, c'est de te faire cette coupure. Et donc tu n'avais pas dans la journée des images ou des choses qui te revenaient? Pas du tout, ou en tout cas, peut-être, mais je m'en souviens pas. Enfin, tu vois, je m'en souviens pas. Je me dis, même maintenant, je me dis: «Mais c'est dingue quand même que jamais j'ai eu la présence d'esprit d'en parler», ou tu vois? Jamais, jamais. Mais je pense que, ouais, je voulais préserver aussi la tranquillité familiale inconsciemment, tu vois? Je savais très bien que si je commençais à en parler, beh, tout ce que ça engendrait derrière, enfin, c'était, tu vois? Parce que mon beau-père et ma mère ont vécu ensemble jusqu'à mes 15 ans.
Mais même après, hein, je l'ai pas dit, enfin, voilà, je l'ai pas dit, non, c'était ouais, je pense qu'inconsciemment, je savais que ça allait engendrer beaucoup Ouais. de malheur, tu vois? Et que moi, en soi, j'allais enfin, tu vois? Maintenant, avec du recul, quand je me vois sur des photos ou autres, où je fais hyper timide, hyper, enfin, je respire pas le bonheur, tu vois? Sur les photos, je me dis: «Bon, bah, oui, ça a eu un impact», mais en soi, jusqu'à mes 35 ans, je me disais: «Beh, non, tout va bien, enfin, j'ai un boulot, je suis en pleine santé, je suis pas dépressive, je suis pas suicidaire, je suis pas enfin, ça va», tu vois? Ça va. Pourquoi en parler alors que je vais faire souffrir des gens que j'aime et qu'est-ce que ça va m'apporter de plus, tu vois? Ouais, donc c'était pour protéger les Ouais, autres, en fait, totalement. que tu gardais Ah ça ouais, pour toi. totalement. Mmh. Et à l'époque, du coup, tu disais que tu as réussi à en parler à ta meilleure amie? Mmh. Mmh. Alors on a dû en parler une fois parce qu'il a aussi, fait des attouchements sexuels sur elle. Donc moi je me souviens d'une fois où il lui a touché la poitrine. Donc il l'a fait derrière moi, mais je sais pas, comme si j'avais des yeux derrière, la tête, je me souviens très bien qu'il lui a fait ça. Et donc elle savait on a dû en parler parce qu'elle savait très bien qu'il faisait la même chose avec moi, donc on avait dû en parler. Mais voilà, en fait, elle un peu, je l'ai su des années après, mais en fait, consciemment, elle s'est éloignée de moi parce qu'elle voulait plus baigner on se voyait presque tout le temps. C'est lui qui nous amenait à l'école, sa mère qui nous ramenait de l'école, on était au collège ensemble, enfin, on était tout le temps fourrés l'une chez l'autre et un peu à la fois, en fait, elle s'est éloignée parce qu'elle voulait plus être mêlée à tout ça et en même temps, toute sa vie, elle a culpabilisé de pas m'avoir sauvée de ça, en fait, Mmh. de pas avoir parlé, qu'elle aussi, elle avait vécu ça et que ça a eu beaucoup plus d'impact négatif sur elle que sur moi, je pense. Et voilà, donc elle, voilà, elle s'est éloignée un peu de moi et voilà, la vie a continué comme ça, mais on en a parlé, mais très peu. On s'est jamais dit: «Oui, il faut qu'on en parle aux adultes», enfin, tu vois? Mmh. Jamais, 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 jamais. Donc tu étais assez seule Ouais, dans ce moment-là? j'avais des copines, mais on n'était pas du tout elle, à l'adolescence, bah, elle commençait à fumer, aller dans des fêtes pour Mmh. picoler, moi, j'étais pas du tout dans ce trip-là, donc de temps en temps, j'y allais, tu vois? Mais je buvais pas, je fumais encore moins de la marijuana, enfin, tu vois? J'étais vraiment, et je m'effaçais un peu à la fois, en fait. Je Ouais. m'effaçais, je restais dans mon coin. J'avais des copines, hein, j'avais des copines, mais c'est vrai que moi, j'habitais dans un petit village, elles habitaient plus, la ville où on allait au collège et donc ouais, je faisais pas toutes les sorties avec elles et cetera donc oui, j'étais de plus en plus réservée. C'est drôle parce que je te disais que j'étais en train d'écrire mon histoire et que du coup, je me suis rappelée de ce que m'avait dit une, prof au collège. J'étais bonne élève, enfin, tu vois, ça allait et elle avait dit à mes parents: «Emmanuelle, elle serait pas dans la classe, elle serait pareil, enfin, je serais pas, quoi». En gros, elle est transparente, tu vois? C'est violent quand même. Ouais, Maintenant, quand je ouais, me dis, je ouais. me dis: «C'est hyper violent, quoi, de dire ça». Et tu vois, je me souviens pas de tout ce qu'ont pu dire les autres profs, Mmh. mais ça, cette phrase-là m'avait marquée, quoi. Mmh. Et en fait, quand j'étais gamine, dès le CP, mes parents avaient été donc à l'époque, il se passait rien. Mes parents avaient été convoqués parce que j'étais la nana la très bavarde avec ma meilleure amie de l'époque, on faisait des galipettes dans la classe et tout ça. Et ils avaient été convoqués dès le début parce que justement, j'étais trop, un Mmh. peu expansive et tout ça, enfin trop extravertie, tu vois? Et je me dis, bah, un peu à tu vois, en fin de compte, quand tu vois, je retrace mon parcours scolaire, je me dis en CP, j'étais, mes parents convoqués parce que j'étais trop bavarde et un peu à la fois, tout ça s'est, estompé Mmh. jusqu'à ce que je devienne transparente, tu vois? Mmh. Quand tu remémores, tu sens l'impact que ça Ouais, a eu au niveau de ouais, ta ouais, personnalité, de exactement, l'enfant, de l'adolescente que tu devenais aussi en exactement. grandissant. Je pense qu'un peu à la fois, je m'effaçais, je vois, même dans les vêtements, j'étais de plus en plus, des vêtements larges, Mmh. et puis il était très critique sur le physique, il se permettait, oui, de dire des choses, Mmh. pas enfin, il y avait pas beaucoup de mise en valeur, de choses positives en tout cas sur, le physique, puis j'appréciais pas qu'il me fasse des remarques sur mon physique déjà, enfin pour moi c'était pas le rôle d'un père, tu vois? Donc Mmh. ça me bloquait un peu. Donc voilà, donc oui, ça a eu un impact, ouais sur, le fait de m'effacer un peu à la Ouais. fois, quoi. Parce que ça a touché ton corps à la fois Ouais, directement par les actions qu'il a fait, et aussi par les paroles c'est ça. qu'il a prononcées. Ouais, ouais, sur les paroles, sur tu vois, c'est lui qui est venu avec moi dans un magasin, pour choisir mon premier soutien-gorge, parce que je faisais du tennis et donc il fallait un soutien-gorge pour tenir ma poitrine qui était toute, débutante, hein.
Et c'est lui il est venu dans la cabine, tu vois, pour choisir avec moi. Et tout ça, moi, quand là, du coup, c'était la journée, tout ça, ça me gênait énormément, tu vois. C'était vraiment, mais non, c'est mon corps. Quand je voulais aller me laver et que je me cachais parce que je voulais pas qu'il me voie, il me faisait une petite remarque, tu vois. Non, pourquoi tu te caches, quoi. En gros, c'est ridicule, tu vois. Tu vois, plein de petits trucs comme ça. Et j'avais qu'une envie, c'est de disparaître, en fin de compte, tu vois. T'as pas à faire de remarques sur mon corps. T'as pas. Une fois, il m'avait fait une remarque aussi parce que je me baladais, je sais plus. Je me baladais. Enfin, j'avais un t-shirt, j'avais pas de soutif et on voyait mes tétons à travers mon, mon t-shirt. Et il m'avait fait la remarque sur ça aussi, tu vois, en mode, c'est pas un comportement de jeune fille bien. Fais attention à ça, tu vois. Enfin, tu vois, je trouvais que c'était malsain tous ces trucs-là, tu vois. Enfin, toutes ces remarques-là, pour moi, c'était pas à lui de me faire ces remarques-là, quoi. Et du coup, oui, ça, un peu à la fois, ça m'effaçait, quoi. Enfin, j'essaie de disparaître, je pense, pour pas recevoir ce genre de remarques-là, quoi. Ouais, pour éviter ce qu'il pourrait te dire sur toi. Voilà. On pourrait te dire sur toi. Ouais, tout ce qui est côté sexualisé, tu vois, vraiment ce côté sexuel, ouais. Ouais, et d'où savoir cette envie de vouloir disparaître. Ouais. En fait, c'est finalement l'impression que ça a donné après à l'école, en tout cas. Exactement. Ouais. Oui, puis manque de confiance en moi, du coup, manque de. Ouais, je pense que ça. Alors que je te dis, j'étais bonne élève, enfin, tu vois, mais du coup, pareil, j'avais pas de petits copains, j'avais pas de. Et ça aussi, dès que je sortais en boîte ou enfin tout ça, ils supportaient pas, tu vois, ils supportent parce que potentiellement j'allais avoir un petit copain ou il y a toujours des remarques malsaines. Enfin, à un moment donné, ma mère est allée, alors qu'ils étaient séparés, ma mère est allée en hôpital psy et il me disait oui, il m'a engueulée, alors que j'avais 18 ans, hein, que j'étais pas assez proche de lui, j'étais pas assez câline avec lui, je le réconfortais pas. Mais bon, déjà, c'était pas mon rôle, tu vois, j'étais pas sa petite copine et ma mère, ils étaient plus ensemble. Enfin, c'était plutôt à moi, limite, d'être réconfortée parce que ma mère était en hôpital psy, tu vois. Enfin, tu vois, un peu ce côté, je devais être sa copine, tu vois, un peu avoir ce rôle de copine, tu vois. Ouais, des rôles qui sont complètement pas appropriés. Pas appropriés, ouais. Totalement. Et ça, du coup, c'est des choses qui ont commencé, tu disais, à partir de quand tu as commencé la puberté ou à l'adolescence? Ouais, c'est ça, quand j'ai commencé à me former, je pense vers 10 ans. 10 ans, j'ai commencé à. Il a commencé. Ouais, je pense que c'est. Il a vu mes formes apparaître et que. Je sais pas, lors de jeu. Alors lui, sa version des faits, c'est que quand j'étais petite, quand j'ai commencé à me former, etc., il m'emmenait me coucher et je montais sur ses pieds, tu sais, je marchais sur ses pieds, j'étais mes pieds sur ses pieds et on marchait ensemble comme ça et que moi j'ai mis ses mains sur ma poitrine et que du coup ça l'avait un peu émoustillé, voilà. Mais c'est moi qui ai mis ses mains sur ma poitrine, bon. Ça avait un peu émoustillé. Ta faute à toi, c'est toi qui a engendré ce qui s'est passé après. Exactement. Et donc voilà, il a commencé à venir une fois dans ma chambre. Après, ça a été. Lui, il dit 2 à 3 fois par semaine, voilà, pendant des années comme ça, venir toucher ma poitrine. Donc moi, je faisais comme si j'existais pas, hein. Enfin, comme si je dormais plutôt, mais oui, comme si j'existais pas. Donc, c'est à soulever les draps, toucher ma poitrine, toucher mon sexe. Et puis, il sortait son sexe, il le mettait dans ma bouche, sur mes lèvres, dans ma bouche. Voilà. C'était toutes les nuits comme ça, des films. Ouais, je sais pas combien de temps ça durait, mais parce qu'il faisait tout très discrètement. Ma mère dormait dans la chambre d'à côté, hein, donc tout le monde dormait, mes frères dormaient. C'était tard dans la nuit. Et lui, il faisait ça vraiment à pas de velours, tout doucement. Et moi, j'essayais de me retourner, de faire genre, voilà, je suis pas touchable, quoi. Mais il y arrivait toujours. Il y arrivait toujours. Ouais, il avait le contrôle de toi. Et c'est aussi à travers les remarques qu'il te faisait, c'est cette notion aussi de vouloir te contrôler, toi. Ah ouais, totalement. Ouais. Oui, il avait complètement maîtrise sur moi et contrôle sur moi. Oui, totalement. Et ça, c'est des choses, du coup, puisque, comme tu disais tout à l'heure, que tu séparais le jour et la nuit, du coup, c'est des choses que tu appréhendais? Non.
Non, non, même pas parce que le soir, non, non, c'est dingue parce que le soir, quand ils venaient, nous border, enfin mes frères, moi, on avait le droit à un bisou par ma mère, un bisou par mon père et ben, on s'amusait, on rigolait ensemble, on se chatouillait, enfin non, non, j'étais pas du tout en mode, non, non, c'est dingue parce que même quand j'y repense, hein, je me dis j'avais pendant que ça se passait, oui, j'appréhendais la chose Ouais. pendant que ça se passait, mais alors que je me couchais, non, j'avais pas du tout d'appréhension en me disant: «Ça va recommencer cette nuit». C'est enfin voilà, c'est comment faire pour pas qu'il le fasse? Même, tu vois, j'aurais pu prévoir, mettre des pyjamas, je sais pas, 10 couches sur moi pour pas qu'il puisse m'atteindre, quoi que ce soit, mais non, mais pas une seconde, pas une seconde. J'ai prévu des stratégies pour pas qu'il vienne me toucher, tu vois? Pas du tout. J'aurais même fermé la porte à clé limite, hein, parce que j'avais une clé donc tu vois? Jamais. Mmh. Mais c'est sur le moment. Ouais, c'est Là, sur le c'est moment sur où le moment. c'était ah bah oui, là, ouais, c'était, Ouais. je bougeais plus. Soit je bougeais, genre, je faisais genre, je dormais, que tu bouges quand tu dors, tu vois? Soit, bah, je restais statique, morte, voilà, genre il ne se passe rien, quoi. Enfin, ouais. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu te souviens dans quel état mental tu es? Parce que du coup, là, c'était physique, Ouais. niveau physique. Mmh. Est-ce que tu te souviens un petit peu mentalement comment tu étais? Pendant que ça se passait, Ouais. heu, bah, c'était vraiment ce que je me disais, c'était, «Il faut pas que je il sache». Pourquoi je me dis ça, j'en sais rien, mais il faut pas qu'il sache que je suis réveillée. Il Mmh. faut pas qu'il le voie. Alors qu'en vrai, ça aurait tout stoppé. Il aurait vu que j'étais réveillée, il aurait arrêté, sûrement. Mais non, j'étais vraiment dans un état, je pensais qu'à ça, en fait. C'était, Mmh. il faut pas qu'il sache que je suis réveillée et essaye d'esquiver au maximum, ses caresses, quoi, ses caresses, et des fois, je me réveillais avec son sexe sur mes lèvres, tu vois, aussi. Enfin, tu vois, j'entendais Mmh. pas tout le moment où il arrivait dans la chambre. Souvent, en fait, c'était ça, hein, qui me réveillait. C'était sa main sur mon sexe, sa main sur mes seins, tu vois? Mais Il le percevait ça quand toi, tu étais réveillée? ah non, Mmh. non, non, et quand j'ai commencé à en parler, il a dit que je pensais que tu dormais. Je savais pas que tu savais. Et pourtant, parce que du coup après, je te raconterai, mais moi j'ai écrit une lettre, en 2015 pour lui dire: «Bah moi je me souviens de tout», et donc il m'a répondu en disant, qu'il reconnaissait, qu'il était désolé et tout ça, mais qu'il voulait faire mon éducation sexuelle. Voilà. Voilà, et donc parce qu'après du coup il y Mmh. a eu, un jugement. La juge a dit: «C'est quand même très étrange Ouais. de vouloir faire une éducation sexuelle alors que, vous voulez qu'elle dorme. C'est quand même très on n'éduque pas quelqu'un qui dort». Mais bon, voilà. Ouais, il y a des discours des contradictions Exactement, dans le discours, exactement. de se défendre, lui-même aussi, Il j'imagine. essayait de trouver, Ouais. partout les moyens de dire que ce qu'il faisait, c'était bien, quoi. Enfin, bien. En tout cas, qu'il pensait pas que c'était si mal que ça, quoi. Mmh. Et on parlait tout à l'heure du fait pour les proches de Mmh. pouvoir identifier ou reconnaître. Est-ce que là, tu pourrais, alors s'il y a des signes ou des choses qui pourraient faire penser que, il y a quelqu'un dans notre famille ou quelqu'un de proche qui pourrait, être victime de ça, pour les personnes qui écoutent, est-ce Mmh. qu'il y aurait eu soit des signes avant-coureurs ou des choses qui pourraient aider en fait à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est pas normal? Heu, on est quand même fort, hein, pour simuler le fait Mmh. que tout se que tout va bien, enfin, ouais, que tout va bien. Déjà, pour l'agresseur, ne pas se dire, enfin, on le sait toutes, je crois, plus ou moins, mais c'est pas écrit sur son front. C'est pas parce que j'en parlais avec des Mmh. copines il y a pas très longtemps, c'est pas parce qu'un homme, je sais pas, va avoir des propos un peu, mal placés envers une jeune fille ou autre, que c'est celui qui va être agresseur, tu vois? Parce Mmh. que lui, tout le monde l'appréciait, il était apprécié de tout le monde, mes copines l'adoraient, enfin, tu vois? Il y avait rien d'avant-coureur, tout le monde a été très surpris, Ouais. donc déjà ça, voilà, c'est pas écrit sur son front, hein, et pour la personne agressée, bah, oui, maintenant, moi, je te dis, quand je revois, pour le tribunal, on a demandé des photos de moi,
adolescente, et quand j'ai revu des photos de moi adolescente, je me dis, waouh, je respirais pas le bonheur, quoi. Vraiment, j'étais pas souriante, j'étais pas... Je pense que déjà là, tu vois, c'est une jeune fille qui est réservée, prendre un peu de recul, tu vois, et dire, bah, tu vois, peut-être que cette prof, dire elle est transparente, bah, c'est pas, enfin, déjà, c'est atroce de dire ça, mais bah, pourquoi, tu vois, elle est transparente, pourquoi? Enfin, moi, je ressens ça, elle est transparente, ok, donc bah, peut-être essayons d'aller lui parler, essayons de voir si elle a besoin de parler, tu vois, voilà, tu vois, toujours engager le discours, même, je me dis, dans les écoles, en fait, s'il y avait eu quelqu'un qui était intervenu en racontant son histoire comme la mienne, comme mon histoire, peut-être que là, je me serais dit, ah ouais, en fait, mais ouais, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Et puis, bah, cette femme-là, elle parle, et maintenant, tout l'impact que ça a eu sur sa vie, bah non, en fait, il faut que j'en parle maintenant. Peut-être que je serais allée lui parler, enfin, tu vois. Puis avoir des ressources, ouais, vraiment, pouvoir, je pense que plus tu provoques la discussion, et que tu vois, et que tu restes ouvert à la discussion en parlant avec tes filles, tes cousines, tes nièces, je sais pas, mais dire que ça existe, et pareil, qu'elle doit faire attention à leurs copines. Pareil, s'il y a une copine qui est un peu trop réservée, bah, d'ouvrir la discussion, de dire, bah, s'il y a un truc qui se passe mal dans ta famille, il faut pas hésiter, il faut en parler, et c'est pas normal d'être battu, c'est pas normal que quelqu'un te touche. Enfin, tu vois, vraiment pouvoir avoir des personnes ressources où tu te dis, ok, bah, c'est possible, je peux lui parler à elle, ou je peux parler à cette personne-là. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça, des personnes. Enfin, moi, j'étais vraiment très introvertie. Je pense que c'est la seule chose qui fait que... Et puis d'avoir eu un changement par rapport à l'enfant que tu étais. Ouais, c'est ça. Et la personne que tu es, en tout cas à l'instant T, quand ça s'est passé, que tu es devenue, en fait. De voir que tu passais à une enfant qui parlait beaucoup en classe, qu'on voyait beaucoup finalement, on ne la voit plus du tout. C'est ça. Donc là, il y a un changement, peut-être se dire, bah, s'il y a un changement aussi radical en plus, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que les parents, ils se disent, bon, bah, quand t'es enfant, t'es peut-être plus agité, après adolescent, il y a l'adolescence, justement, il y a les formes, il y a plein de choses qui se passent aussi, donc peut-être, tu vois, tu te dis, bon, bah, c'est normal que... Puis comme c'est pas bien d'être trop agité, bon, bah, j'ai appris, tu vois, donc faut pas être trop agité, donc maintenant, je suis plus réservée, tu vois. Mais oui, je pense qu'il faut être hyper... On parlait beaucoup moins de ça à l'époque. Enfin, tu vois, maintenant, ça devient quand même beaucoup plus répandu. Donc, mais à l'époque, c'est vrai que ma mère, quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais en plus, c'est moi qui l'ai amené sous notre toit. Jamais j'aurais pu penser ça, tu vois, jamais. Enfin, je suis une famille normale, tu vois. Enfin, ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, alors jamais. En plus, elle travaillait dans le social, donc elle voyait des choses comme ça, mais jamais elle se serait imaginé que ça se passait sous son toit. Jamais, jamais, jamais. Même dans ce que tu disais, c'est de pouvoir aller vers l'autre, aller vers la personne, de questionner, de voir si elle se sent pas très bien, ou de voir qu'il y a quelque chose. Et puis de pouvoir dire que... de pouvoir dire tout ce qui ne doit pas être fait, que ton corps, bah oui, on ne doit pas y toucher, que même ton père, ta mère, en fait, tes frères, personne ne doit te toucher, et enfin, en tout cas, te toucher, te caresser, et que tu peux en parler, et qu'il faut en parler, quoi, vraiment, surtout. Oui, que c'est pas une honte. Voilà, c'est ça, pas avoir exactement. Honte, et c'est pour ça que moi, j'en parle de plus en plus, parce qu'en fait, en fait, tu as tendance à pas en parler, parce que tu as un peu honte, quand même, de dire que j'ai été violée, enfin, tu vois, c'est un peu... Enfin, ouais, je sais pas, c'est un peu honteux, tu vois, c'est sale, c'est sexuel, mais en fait, je me dis, ben non, mais j'ai pas à avoir honte, tu vois, mes frères, je sais que... Voilà, ils ont honte, tu vois, que leur père, parce que du coup là c'est leur père, mais c'est difficile pour eux, j'entends, et je pense qu'il y a beaucoup de honte aussi, mais en fait c'est pas à nous d'avoir honte, tu vois, c'est lui qui doit avoir honte, nous on est juste des victimes, et après on en fait ce qu'on veut de ça, de ce qui s'est passé, mais surtout pas avoir honte, quoi, vraiment, mais... Et puis surtout, ce que tu disais aussi, il incarnait l'autorité. Exactement. C'est les règles à suivre, Mhm. c'est lui qui me montre ce qui est bien, pas bien, tu vois. C'était une psy qui m'avait dit ça, voilà, c'est
Lui, il était là pour vous montrer le bien et le mal, quoi. Ben, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Donc, Et puis pour toi, quand tu te construis, ça pour la confusion en fait de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais en Exactement. fait, si une personne que j'aime, qui fait partie de la famille, qui représente l'autorité, fait ces choses-là, est-ce que ça veut dire que c'est tolérable ou pas? Enfin, Exactement. qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Ouais. Ouais, totalement. C'est ça, tu perds les repères, en Ouais. fait. Tu perds les repères, et après, plus tard, en fait, tu sais, c'est comme si c'était une thérapeute qui m'avait dit ça. Elle m'a dit: On a tous un jardin, tu sais, elle me représentait ma vie, ton corps comme un jardin clos. Et elle dit: Vous, il y a pas de clôture, il y a pas de barrière. Vous dites oui à tout, en fait, parce que, plus jeune, j'avais laissé cet espace-là et que du coup, et ben, je savais pas dire non. Je savais pas dire non, parce que oui, j'avais peut-être pas appris le bien et le mal. En tout cas, il me l'avait pas appris et que du coup, pour moi, c'était dur de réussir à me préserver, à remettre des clôtures, autour de, tu vois, de mon intimité et que quand on veut pas, on dit non, tu vois? J'ai pas su dire non. Il y aurait peut-être d'autres enfants qui auraient su dire, directement: non, en fait», enfin, tu vois, qui auraient réagi différemment et que moi, non, ouais, il présentait vraiment l'autorité et ça devait être bien ce qu'il devait faire, tu vois? Enfin, tu vois, inconsciemment, peut-être que je me disais ça, tu vois? Oui, en tant qu'enfant, oui, en plus, c'est aussi comme ça qu'on est éduqué, en fait. C'est ça. C'est apprendre à obéir. Exactement. Donc, obéir en fonction de avec quels parents on grandit ou quelles sont les règles dans la maison, en fait. On obéit aux règles dans la maison. Ouais. Le règlement de la maison, ouais. Ouais, totalement. Et ça m'est pensé du coup à ce qu'on avait discuté aussi sur la notion de consentement, en fait, qui n'est pas forcément apprise non plus. Alors, plus maintenant, quand même. Mais c'est ça, de pouvoir dire non. Et puis de connaître aussi que, comme tu t'évoquais tout à l'heure, ça, c'est pas OK de faire ça, en fait. C'est qu'on n'a pas le droit de te toucher, on n'a pas le droit de faire des choses que toi, t'as pas envie qu'on te fasse. Toucher à l'intime. Et c'est vrai que du coup, pouvoir rappeler ça, rappeler ou dire à un adolescent, un enfant, que c'est OK du coup qu'il refuse ou qu'il dise non et qu'il en parle si ça arrive. Oui, c'est ça, qu'il puisse avoir les personnes ressources surtout pour pouvoir en parler, quoi. Parce que c'est peut-être ça qui manque aussi. Bon, moi, j'avais ma mère, j'aurais pu lui en parler, mais dire, voilà, s'il y a quoi que ce soit, si on touche à ton intimité, à ton corps, enfin, tu as le droit de dire non, comme tu dis, et qu'il y a peut-être un psychologue à l'école à qui tu peux en parler, un copain peut-être, tu vois, ça peut passer par les copains, les parents des copains, mais et qu'il faut, et que l'entourage doit être à l'écoute de ces alertes, ces alertes d'enfants qui pourraient prévenir qu'il y a quelque chose qui se passe de mal chez soi, tu vois. Même par ça peut être par un grand frère. Enfin, moi, dans mon entourage, c'est le frère, le cousin qui a fait des actes de violence sexuelle, tu vois. Donc oui, le consentement, mais comme tu dis, le consentement, actuellement, on en parle maintenant, il y a des infirmières qui interviennent dans les écoles pour en parler dès le plus jeune âge, donc c'est bien, c'est bien. Je pense qu'il y a des mots pour chaque âge pour pouvoir en parler, enfin, tu vois, Oui, c'est ça. C'est adapté en fonction voilà, en fonction de l'âge, quoi. C'est hyper important. Et par rapport à ce que tu disais au début, justement, le fait d'en parler, dans ce que tu exprimais, c'est que toi, tu voulais pas en parler aussi parce que tu avais peur que ça puisse, au niveau familial, en fait, faire souffrir les personnes proches et aussi changer le dynamique familiale. Par rapport à ça, qu'est-ce que si par exemple une personne, un ado, un jeune, un enfant venait avec ce même questionnement-là, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour entre guillemets contrer ça, mais du coup lui donner la possibilité de s'exprimer malgré cette peur-là? Ouais, c'est compliqué, hein. C'est sûr que c'est compliqué, mais lui dire surtout que peu importe les conséquences que ça aura sur l'équilibre familial, qu'il est important de penser à lui, parce que
ça aura un impact toute sa vie. S'il laisse traîner ça et s'il dit rien, c'est toute sa vie qui va en être impactée, tu vois, par différentes manières, hein. Donc il est important, qu'il en parle à des personnes en qui il a confiance et que, théoriquement, j'ai bien théoriquement parce que moi j'ai lu des choses dans des forums où j'étais là: «Waouh!» Toute la famille se retourne contre la personne, victime, enfin il y a des trucs, c'est pour ça que je veux parler aussi, parce que je veux dire que moi, à partir du moment où je l'ai dit, j'ai été entourée d'amour, tout le monde m'a cru, enfin tu vois, il y a personne qui a remis en doute ma parole, personne. Et enfin moi au début quand je commençais à révéler les choses, j'essayais de voir comment ça se passait ailleurs. Ouais, des filles, toute leur famille, pensait que c'était elle la menteuse, tu vois? Qu'elle mentait, que, du coup, tout le monde se retournait contre elle et j'ai trouvé ça, dur, quoi. Ouais. Et normalement, si dans une famille bien équilibrée quand même, où tu as de l'amour, et ben non, ta mère ou enfin, en tout cas, des personnes, que ça peut être des fois des viols par les mères, hein, donc en tout cas, ta famille doit pouvoir t'apporter tout l'amour dont tu as besoin et peu importe si ça engendre un divorce ou si ça engendre voilà, des conflits familiaux, tu recevras l'amour nécessaire pour pouvoir t'en sortir et c'est le plus important, c'est que toi tu t'en sortes, quoi. Vraiment, c'est vraiment le plus important. L'équilibre familial derrière, c'est pas grave s'il est explosé, c'est vraiment apporte-toi tout l'amour dont tu as besoin et ça passe par en parler et dire les choses pour pas que ça se perpétue perpétue. Parce qu'il faut se dire que l'agresseur, s'il le fait à toi, souvent, il le fait pas qu'à toi. Et tu peux sauver aussi d'autres personnes en parlant. Donc, enfin, voilà, c'est quand même assez puissant quand même. Donc, faut vraiment être égoïste, entre guillemets. Hein, c'est penser à soi. C'est te sauver. Voilà, te sauver. Oui, parce que ce qui arrive, c'est pas... Enfin, c'est dangereux pour soi, c'est pas normal. Et comme tu disais, ça a des impacts aussi après dans ta construction à toi et puis dans la personne que tu vas être. Et, dans les rapports que tu vas avoir aux autres, ton entourage, ton envie d'enfant, ton rapport amoureux, enfin tes relations amoureuses, amicales, dans ton milieu professionnel, enfin ton état dépressif ou pas, enfin voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. Enfin, je peux pas dire, ah bah, t'as été violée, alors du coup, bon, bah, voilà, ça va se passer comme ça pour toi. Ça dépend vraiment. Voilà, c'est vraiment en fonction des personnes, l'amour que tu as reçu. Mais plus t'en parleras vite, plus vite tu te sauveras, quoi. Oui, et puis de se dire que c'est pas de ta faute. Ah bah ouais, surtout, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vraiment, parce que malheureusement, les victimes, on se sent toujours coupable, quoi. Il y a toujours un peu enfin, il y a souvent beaucoup de culpabilité. De se dire oui, bah, ça se trouve, c'est peut-être un peu moi qui l'ai provoqué, voilà, c'est peut-être moi qui l'ai cherché. Puis après, si tu en parles, bah oui, c'est ma faute si les autres souffrent, c'est ma faute si lui, bah, il est malheureux. Enfin, c'est vrai qu'on culpabilise plus que l'agresseur, souvent. Hein. Bah, surtout quand il va dire des choses comme il l'a dit pour toi. Ouais, oui. Oui, de se dire que il a glissé l'idée que c'était moi qui avais provoqué en mettant ses mains sur ma poitrine, tu vois. Alors que j'avais 10 ans, enfin, tu vois. Mais oui, surtout ne pas culpabiliser. Enfin, c'est facile à dire, hein, mais c'est facile à dire, ne pas culpabiliser, mais en vrai, plus tu te le répètes, plus tu dis... Moi, franchement, il y a depuis très peu de temps où je me dis, mais non, en fait, je culpabilise plus. Parce que, bah oui, j'ai culpabilisé de faire ça pour ma mère, mes frères... Mais lui, il a quand même été une personne, ça a été mon père, celui qui m'a élevée. Jusqu'à mes 35 ans, je lui parlais. Enfin, j'allais manger chez lui le week-end. Voilà, je l'ai aimé. Hein, donc, de me dire, c'est de dire que tu mets quelqu'un que t'aimes en prison, c'est quand même... voilà, c'est fou. On gère le procès. Puis après, bah, il va en prison, tu te crois dans un film, quoi. C'est dur, tu vois, c'est dur. Donc tu culpabilises quand même, tu dis. Et tout le monde te répète, bah non, mais c'est lui qui l'a cherché. Enfin, tu vois, parce que moi je dis à mon avocate, non, mais moi je veux pas spécialement qu'il aille en prison. Déjà, ça va rien changer pour lui. Enfin, tu vois, c'est pas pour ça qu'il va changer de comportement. Elle dit, mais de toute façon, c'est pas toi qui décideras, hein. Ce sera un juge, et si le juge a décidé qu'il mérite de la prison, c'est qu'il mérite de la prison. Donc voilà, c'est tout ce que tu as à dire, ce sera pas de ta faute. C'est juste que lui, il a fait des actes qui font qu'il mérite de la prison. Donc il faut bien
rappeler ça, quoi. C'est les actes c'est ces actes à lui qui engendrent le reste. Et c'est pas parce que tu parles que c'est pas de ta faute, quoi. Il y a rien qui est de ta faute, rien. C'est la responsabilité de la personne qui agresse. Exactement. Ta seule responsabilité, c'est de te sauver. C'est ça, vraiment. Et aussi parfois, aussi comme en fonction des situations, des contextes. Mais c'est vrai que parfois, du coup, il n'y a pas la possibilité aussi de se sauver, en tout cas pas sur le moment. Non, mais carrément. Et aussi, du coup, alors pareil, comme tu disais, c'est facile à dire comme ça, mais de ne pas s'en vouloir ou culpabiliser quand justement on n'a pas réussi à se sauver ou à partir. Non, parce qu'on fait du mieux qu'on peut, en fait. Enfin, tu vois, on fait du mieux qu'on peut et avec les moyens qu'on a. Et voilà, et j'ai quand même vécu une belle adolescence. Enfin, voilà, malgré ça, on a eu de beaux moments tous ensemble en famille, tu vois. Et donc, je regrette pas, hein, franchement, je regrette pas. Mais non, mais comme tu dis, on fait avec les moyens qu'on a et il n'y a pas à culpabiliser. En fait, on fait comme on peut. Le plus important, c'est vraiment de réussir à être bien avec soi-même et de vivre au mieux, d'être le plus heureux possible. Donc voilà, on fait comme on peut. Oui, puis c'est d'autant plus difficile quand c'est au sein de la famille, parce que comme tu l'exprimes aussi, il y a des liens, il y a de l'amour quand même qui est présent. Donc peut-être, alors je sais pas, tu vas me dire comment c'était pour toi, mais parfois il peut y avoir peut-être un sentiment de trahison aussi, si on parle. Est-ce que j'ai pas ressenti de la trahison, mais plus vraiment de la culpabilité. De rendre vraiment les autres responsables du malheur des autres, quoi. Vraiment. De voir mes frères malheureux, ma mère, enfin vraiment. C'était dur, quoi, pendant tout ce cheminement. C'était dur de me dire de ma faute. Enfin, c'est ce que je me disais, mais maintenant je sais que c'est pas de ma faute. Mais de ma faute, du fait que j'ai parlé, voilà, ils sont malheureux, ils voient plus leur père, ou s'ils veulent le voir, c'est en prison. Enfin, c'est dur, quoi. Mais je sais aussi que grâce à moi, mes neveux et nièces, ils vivront pas ça, tu vois. Et ça, juste pour ça, mais je me remercie 1000 fois, quoi, parce que pareil, des histoires dans les forums ou des mères qui disaient, moi, j'ai pas parlé, mon père a abusé de moi quand j'étais petite, j'ai jamais parlé. J'ai une fille maintenant, et ma fille me dit papy m'a touchée. Et tu dis non, mais ça, jamais. Enfin, tu vois, rien que pour ça, mais je suis tellement contente d'avoir parlé. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai parlé, parce que nous, à l'époque, on n'avait pas d'enfants dans la famille, mais lui, il était marié avec une autre femme qui avait des petits-enfants, et je savais qu'ils allaient chez eux. Et je voulais au moins sauver ces enfants-là. Enfin, tu vois, je me dis, vraiment, j'aurais... Ça, par contre, ça, c'est notre responsabilité de prévenir, quoi. Il y a un homme dans la famille qui a des tendances déplacées, enfin, voilà, des tendances de violeur. Protégez vos enfants, en fait. Voilà. Si vous voulez le voir, c'est votre problème, mais en tout cas, il y a des enfants derrière, donc sauvez-les, quoi. Sauvez ces enfants-là. Vraiment. Oui, ça peut être aussi j'allais dire un peu comme une motivation de se dire si c'est difficile de le faire pour nous, avec tout ce que ça engendre et toutes les émotions que ça a créé, de se dire pour les autres, du coup, parce que d'un côté, il y a je vais pas parler, je veux pas parler parce que j'ai envie de le protéger, mais en fait, au final, se rendre compte que en parlant pas, ça peut aussi mettre en danger. Exactement. C'est ça. En effet, je préfère 1000 fois leur avoir fait du mal en parlant, mais avoir sauvé mes neveux et nièces, potentiellement. Ça se trouve, il n'aurait jamais rien fait, tu vois, mais je ne voulais pas prendre le risque, tu vois, jamais. Plutôt que de faire comme si de rien, qu'ils voient toujours leur père, et avoir peur, avoir la boule au ventre à chaque fois en me disant ça se trouve, il va leur faire quelque chose, tu vois. Enfin, en effet, je préfère 10 000 fois avoir parlé et leur avoir fait du mal, tu vois, vraiment. Et ça, le fait d'en avoir parlé, tu l'as fait plus tard, du coup ? Ouais, je l'ai fait en 2015, donc j'avais 34 ans. Et c'était, je te dis, parce que j'avais du mal, du coup, dans mes relations
amoureuse. Et donc, j'étais voir une thérapeute et donc je lui dis juste que voilà, comment sont mes relations amoureuses, que je galère, je suis avec un pervers narcissique, c'est compliqué, enfin voilà. Et puis, donc, je raconte mon histoire et puis je dis à la fin, ah oui, puis j'ai aussi été, à l'époque, je disais abusée. J'ai été abusée, j'ai été abusée par mon beau-père. Et elle me dit, ah mais vous me dites ça comme si c'était un détail. En fait, déjà, régler ces problèmes-là, c'est déjà bien que vous en parliez, il n'est jamais trop tard, donc c'est très très bien que vous en parliez. Et j'ai trouvé tellement honnête parce qu'elle m'a dit direct, moi je pourrais rien pour vous. Allez voir une psychologue qui est spécialisée dans les incestes, mais moi je pourrais vous aider avec le massage, etc. Mais venez me voir après, mais là d'abord parler avec une spécialiste, quoi. Et j'ai trouvé tellement, franchement, c'est elle qui a tout déclenché, hein, parce que j'en voyais des thérapeutes, hein, et tout essayer par une énergétique, enfin voilà, tout essayer de me sauver de ces relations difficiles avec les hommes. Et donc du coup, elle m'a donné un contact d'une psychologue spécialisée dans les abus sexuels, les violences sexuelles. Et voilà, et avec elle, je sais pas, je devais la voir une fois tous les 15 jours, je pense. Et un peu à la fois, tu vois, elle me disait jamais ce qu'il fallait faire. Elle me disait, déjà, oui, écrivez-lui. Donc, je lui avais écrit. Après, ce serait bien que quand même votre entourage soit au courant, que votre mère soit au courant. Et en fait, c'était un peu comme une coach, tu sais, chaque fois, je reviens en disant, bon, ça y est, j'en ai parlé à ma mère. Enfin, tu vois, j'étais fière de passer étape par étape. C'est une période hyper dure, difficile. Enfin, c'était vraiment douloureux. Et puis, c'est ma mère qui m'a dit, ça serait bien que tu portes plainte. Voilà. J'en ai parlé à mes frères. Enfin, ça s'est vraiment fait à chaque fois. Je revenais chez ma psy en disant, ça y est, j'ai fait ça. Ça y est, j'ai fait ça. Ça y est, j'ai fait ça. Alors que franchement, jamais j'aurais pensé porter plainte, tu vois. Enfin, à la base, c'était pour me sauver de mes histoires amoureuses, tu vois. Jamais je pensais que ça allait aller jusqu'à là où on en est actuellement, tu vois. Mais oui, donc du coup, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est ma mère. Bon, c'était atroce. Hein, ça a été hyper violent pour elle. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su protéger sa fille, que c'était elle qui avait culpabilité encore, tu vois. Culpabilité, c'est elle qui avait fait rentrer cet homme dans ma vie, parce qu'il m'a élevée depuis l'âge de 2 mois. Là, j'avais que 2 mois. Donc, culpabilité à fond, et voilà, mais elle a été forte, elle a été là pour me soutenir, pour entourée d'amour, tu vois, c'est l'amour qui sauve, hein, franchement. Heureusement qu'elle était là. Hein. Et après, parler à mes frères, c'était dur aussi, c'était dur. Voilà, ça a été comme ça, et ça, je l'ai fait en espace de... Tout ça, c'est fait en quelques mois. Hein. Tu vois, ça s'est vraiment fait en espace de, je sais pas, 5-6 mois. Jusqu'à aller voir une avocate qui me dit d'aller porter plainte, et après, il y a enquête, il y a tout le processus qui se met en route, quoi. Toutes les personnes sont interrogées, ma mère, mes frères chez les flics. Voilà. Mais j'ai eu beaucoup... Ce que je veux partager aussi, c'est dire que ça peut bien se passer. Enfin, j'ai été très bien écoutée, accueillie au commissariat. Enfin, tu vois, ils ont vraiment été à l'écoute. Ouais, ça a mis 5 ans. Ça a mis 5 ans avant qu'il y ait le procès. Donc c'est quand même rapide, hein, parce que c'est une histoire qui datait d'il y a 20 ans, tu vois, donc 30 ans même. Non, 20 ans. Mais oui, non, ça peut bien se passer, quoi. Ça peut bien se passer. Donc à partir du moment où t'as verbalisé, tu vois ce qui s'est passé, ça s'est enchaîné en fait. Voilà. Et à partir de là, j'ai plus du tout, je lui ai plus parlé à lui. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Emma pour cette première partie de témoignage et à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas louper la deuxième partie de notre conversation qui sortira la semaine prochaine. Dans cette deuxième partie, Emma nous parlera du procès et de comment elle est parvenue à se reconstruire. Elle vous donnera aussi des conseils pour vous aider à affronter les difficultés de la vie. N'hésite pas à envoyer un message à Emma ou à moi si tu en ressens le besoin et si tu veux nous dire ce que tu as pensé de cet épisode. Je te mets nos Instagram dans la description. En attendant de te retrouver, je te souhaite une agréable journée, soirée, semaine cimentée. Et surtout n'oublie pas, tu as en toi la force de continuer.